Dans l'effervescence matinale de Lyon, où les klaxons hurlent et l'odeur des croissants chauds se mêle à la tension de la ville, Sophie Nguema, une femme noire rayonnante d'assurance, sort de sa berline noire rutilante devant le palais de justice de Lyon. Son tailleur impeccable et son porte-documents en cuir criment l'autorité, mais pour la foule, sa peau sombre est une tache dans ce tableau d'élégance. Soudain, deux officiers blancs, le sergent Étienne Dubois et l'agent Lucas Fournier, surgissent, leurs regards pleins de mépris. Avec une arrogance glaçante, ils l'arrêtent, prétextant qu'elle correspond au signalement d'une suspecte impliquée dans une fraude de documents gouvernementaux. Aucun détail précis, juste une accusation vague, trempée de racisme. Une femme noire en costume? Ça sent le problème, ricane Fournier, sa voix dégoulinante de dédain. Sophie, experte en sécurité nationale, sent la colère monter, mais son visage reste de marbre. Elle sait que ce n'est pas une erreur, c'est une embuscade ciblée, un piège pour l'humilier devant le tribunal où elle doit mener une audience cruciale. Alors que les menottes claquent sur ses poignets, une foule de badauds filme, certains ricanant, d'autres murmurant des insultes raciales. Une vieille dame chuchote. « Ces gens-là n'ont rien à faire ici. » La rage bouillonne dans les veines de Sophie, mais elle retient son souffle prête à renverser ce jeu cruel. Cette injustice ne restera pas impunie. Elle va les détruire. Avant de plonger dans cette histoire explosive, si vous êtes prêt à vibrer d'indignation et à découvrir une vérité choquante, tapez 1 dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Si vous n'êtes pas convaincu, donnez un like pour soutenir notre combat contre l'injustice. Restez jusqu'à la fin, car un rebondissement inattendu vous attend. La fureur de Sophie Nguema brûlait comme un feu sous contrôle, mais ses yeux, perçants comme des lames, ne trahissaient rien. Alors que les menottes froides serrèrent ses poignets, les rires moqueurs de la foule et les murmures racistes. « Retourne d'où tu viens !» résonnaient dans l'air matinal de Lyon. Le palais de justice, ce monument censé incarner l'équité, se dressait comme un témoin muet de cette humiliation publique. Mais Sophie, experte en sécurité nationale pour la DGSE, n'était pas une victime ordinaire. Chaque insulte, chaque regard de mépris, attisait sa détermination à faire payer ceux qui osaient la réduire à une caricature. Les deux officiers, le sergent Étienne Dubois et l'agent Lucas Fournier, l'escortèrent avec une assurance arrogante, leurs badges scintillant comme des trophées d'une autorité mal placée. Ils l'avaient arrêté sans poser de questions, sans vérifier son identité, uniquement parce que sa peau sombre et son tailleur élégant détonnaient dans leur vision étroite du monde. Une femme noire avec un attaché-case? Ça doit être une arnaqueuse, avait sifflé Fournier, son ton dégoulinant de sarcasme alors qu'il jetait un regard dédaigneux à la mallette de Sophie, comme si elle contenait une bombe plutôt que des documents classifiés. « Mettez les mains en l'air et posez cette mallette tout de suite !» aboya Dubois, sa voix tranchante comme une lame, amplifiée par l'écho des murs de pierre du parvis. Sophie s'immobilisa, son pouls battant à un rythme régulier, presque menaçant. Elle tourna lentement la tête, son regard croisant celui de Dubois, un regard qui semblait dire « Vous venez de signer votre arrêt de mort ». Pourtant, elle obéit, posant la mallette avec une lenteur délibérée, chaque geste chargé d'une dignité qui contrastait avec leur brutalité. « Quel est le problème, messieurs ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais teintée d'une ironie mordante. Fournier ricana, ses yeux scrutant Sophie de haut en bas, s'attardant sur sa peau comme si elle était une anomalie. Vous correspondez au signalement d'une suspecte impliquée dans une fraude de documents gouvernementaux, lâcha-t-il, sans préciser davantage. Le mot « fraude » sonnait comme une insulte, un prétexte fabriqué pour justifier leur acharnement. Une passante, une femme élégante en manteau de cachemire, murmura à son amie « Ces gens-là, toujours à causer des problèmes. » Sophie capta ces mots, et une vague de rage monta en elle, non pas pour l'insulte, mais pour l'audace de ces officiers qui pensaient pouvoir l'écraser sans conséquence. Dans la culture française, où l'élégance et l'ordre sont des piliers, l'arrestation de Sophie devant le palais de justice était plus qu'une erreur. C'était une profanation. Les passants, habitués au code strict de la bienséance lyonnaise, filmèrent la scène avec leur téléphone, certains avec curiosité, d'autres avec un plaisir malsain. Un jeune homme cria « Vérifiez ses papiers, elle n'a rien à faire ici !» Cette hostilité ouverte, mêlée de racisme latent, transformait l'incident en un spectacle public. Sophie, cependant, n'était pas là pour jouer les victimes. Chaque clic des menottes,
chaque mot venimeux, était une pièce de plus dans le puzzle qu'elle assemblait mentalement. Elle savait que Dubois et Fournier n'avaient aucune preuve tangible. Leur signalement n'était qu'un tissu de préjugés raciaux, un cliché qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué. Une femme noire en costume, c'est forcément suspect, avait glissé Dubois à Fournier, pensant qu'elle n'entendait pas. Mais Sophie entendait tout, et cette phrase, prononcée avec une arrogance insupportable, devint le carburant de sa vengeance. Ce qui rendait cette scène encore plus révoltante, c'était l'ironie cruelle. Sophie transportait dans sa mallette des documents cruciaux pour une audience fédérale, des dossiers qui auraient pu faire trembler des puissants. Ces mêmes officiers, en la ciblant, tentèrent de saboter une enquête d'envergure nationale. Leur ignorance était leur arme, mais aussi leur faiblesse. Sophie, en apparence docile, laissait les menottes cliqueter, laissait la foule murmurer, laissait les officiers pavaner, mais dans son esprit, elle préparait déjà le coup fatal. Alors qu'il l'entraînait vers le fourgon de police, un détail inattendu attira son attention. Une caméra de sécurité du palais de justice braquée directement sur eux. Un sourire discret, presque imperceptible, effleura ses lèvres. Cette caméra, témoin silencieux, allait devenir leur bourreau. Elle savait que chaque seconde de cette injustice était enregistrée, prête à être utilisée contre eux. Alors que le fourgon de police s'éloignait du palais de justice de Lyon, les chaînes des menottes cliquetaient comme un métronome cruel, chaque cliquetis ravivant la fureur contenue de Sophie Nguema. Les regards méprisants des badauds, leurs téléphones brandis comme des armes pour capturer son humiliation, et les ricanements racistes « Elle doit venir d'un endroit où on ne porte pas de costume comme ça », résonnaient encore dans son esprit. Mais Sophie, experte en sécurité nationale pour la DGSE, n'était pas une femme qui pliait sous la pression. Chaque insulte, chaque seconde de cette injustice publique n'était qu'un combustible de plus pour la tempête qu'elle s'apprêtait à déclencher. Dans l'obscurité du fourgon, secouée par les pavés lyonnais, elle serrait les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle n'était pas une victime, elle était une stratège, une louve déguisée en agneau, attendant le moment parfait pour mordre. Les officiers, Dubois et Fournier, assis à l'avant, échangèrent des plaisanteries, convaincus d'avoir remporté une victoire facile. Une fraudeuse de plus hors des rues, railla Fournier, son rire gras emplissant l'habitacle. Sophie ferma les yeux, non pas pour fuir, mais pour visualiser leur chute imminente. Elle savait que leur arrogance, trempée de racisme, était leur talon d'Achille. Arrivée au commissariat, un bâtiment gris et austère qui sentait la sueur et le désinfectant bon marché, Sophie fut poussée sans ménagement dans une cellule exiguë. Les murs, tachés par des années d'injustice, semblaient murmurer les histoires de ceux qui avaient été brisés ici. Mais Sophie, droite comme une reine, s'assit sur le banc métallique, ses mains croisées avec une élégance défiant l'environnement. Elle n'avait pas besoin de crier ou de supplier. Sa force résidait dans sa retenue, dans sa capacité à transformer la rage en précision chirurgicale. À l'extérieur de la cellule, Dubois et Fournier, croyant être hors de portée de ses oreilles, poursuivaient leur complot. On dira qu'elle a essayé de falsifier des documents de la DGSE, murmura Dubois, sa voix basse mais lourde de suffisance. Une femme comme elle, personne ne la croira. Les juges mangent dans notre main. Fournier ricana, ajoutant « Une noire qui joue les grandes dames, ça ne passe pas à Lyon ». Ces mots, prononcés avec un mépris racial assumé, étaient comme des coups de poignard dans le cœur de Sophie. Mais ils ne la brisèrent pas. Ils l'aiguisèrent. Chaque phrase était une preuve, un clou de plus dans le cercueil de leur carrière. Dans la culture française, où l'honneur et la justice sont des valeurs célébrées, cette scène était une trahison de tout ce que Lyon, ville de lumière et de tradition, prétendait défendre. Les officiers ne voyaient en Sophie qu'un stéréotype, une menace à neutraliser, ignorant qu'elle était une figure clé dans une enquête fédérale visant à démanteler un réseau de corruption impliquant des fonctionnaires locaux. Leur décision de l'arrêter n'était pas un hasard. C'était une tentative désespérée de protéger leurs propres méfaits. Mais Sophie avait un atout inattendu. Un micro minuscule, dissimulé dans une boucle d'oreille élégante, enregistrant chaque mot de leur conversation. Ce dispositif, une technologie de pointe utilisée par la DGSE, capturait non seulement leurs paroles incriminantes, mais aussi le ton de leur arrogance, leur rire moqueur, leur mépris raciste. Sophie, en apparence calme, manipulait déjà le jeu. Elle savait que cet enregistrement, combiné aux images de la caméra de sécurité du palais de justice, serait une arme fatale.
Ce qui rendait cette scène encore plus insoutenable, c'était l'ajout d'un détail glaçant. Un troisième officier, une femme nommée Claire Moreau, entra dans le commissariat et, en voyant Sophie, murmura à Dubois « Tu es sûr qu'on peut la faire tomber? Elle a l'air trop confiante ?» Dubois balaya l'avertissement d'un revers de main, répondant « Confiante ou pas, elle n'est rien ici. Juste une autre suspecte. » Ce moment, où même une collègue exprimait des doutes, soulignait l'aveuglement de Dubois et Fournier, prisonniers de leurs préjugés. La tension montait, car Sophie, en silence, notait chaque visage, chaque mot, chaque geste. Elle n'était pas seulement en train de survivre à cette épreuve, elle construisait un dossier mental, une stratégie pour non seulement se libérer, mais aussi exposer l'ensemble du système corrompu qui permettait à des hommes comme eux de prospérer. La rage de Sophie n'était pas bruyante, elle était froide, calculée, comme une lame affûtée dans l'ombre. Elle savait que l'humiliation publique qu'elle venait de subir devant le palais de justice, les menottes, les regards racistes, tout cela n'était qu'un prélude. Alors que les officiers continuaient de comploter, ignorant qu'ils creusaient leur propre tombe, Sophie murmura pour elle-même, presque inaudible, « Vous pensez m'avoir brisé? Vous n'avez encore rien vu ?» Ces mots, chargés d'une promesse de justice implacable, résonnaient comme un serment. Le commissariat, avec ses murs oppressants, n'était pas une prison pour elle, c'était le champ de bataille où elle allait renverser l'ordre établi. Ils ont cru pouvoir la faire taire avec leurs mensonges, mais ils ne savent pas qu'elle tient leur destin entre ses mains. Avant de vous plonger dans ce quatrième acte incandescent, si vous brûlez de rage face à l'injustice et voulez voir une femme noire triompher contre un système corrompu, tapez 4 dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et partagez pour amplifier ce cri de justice. Si vous doutez, un simple like nous pousse à continuer. Accrochez-vous jusqu'à la fin pour un retournement qui vous laissera sans voix. Dans l'obscurité oppressante de la cellule du commissariat lyonnais, Sophie Nguema, menottée mais inébranlable, sentait la colère pulser dans ses veines comme un torrent prêt à tout emporter. Les murs gris, imprégnés d'une odeur âcre de désespoir et de désinfectant, semblaient se refermer sur elle. Mais son esprit était ailleurs, aiguisé, calculateur, prêt à frapper. Les échos des rires moqueurs de la foule devant le palais de justice, les insultes racistes, « Elle n'a rien à faire ici, regardez-la !» Et le claquement des menottes résonnait encore dans sa tête. Mais ce qui attisait sa fureur n'était pas seulement l'humiliation publique orchestrée par le sergent Étienne Dubois et l'agent Lucas Fournier. C'était leur audace, leur certitude arrogante qu'ils pouvaient la briser, elle, une experte de la DGSE, en la réduisant à un stéréotype racial. Chaque mot de leur complot, capté par le micro dissimulé dans sa boucle d'oreille, était une arme qu'elle affûtait en silence. Alors qu'elle ajustait sa posture, droite et digne sur le banc métallique, un rictus discret traversa son visage. Il pensait l'avoir piégée, mais c'était elle qui les tenait dans sa toile. À l'extérieur de la cellule, dans un couloir mal éclairé du commissariat, Dubois et Fournier poursuivaient leur manigance, ignorant que chaque parole les enfonçait davantage. « On va la coincer pour falsification de documents officiels », chuchota Dubois, sa voix basse mais vibrante de suffisance. « Une noire qui se prend pour une grosse pointure, les juges vont rire en l'entendant. » Fournier renchérit, un sourire narquois aux lèvres. « À Lyon, les gens comme elle ne passassent pas. On dira qu'elle a essayé de se faire passer pour une agente fédérale. » Ces mots, trempés d'un racisme crasse, étaient comme des flammes jetées sur l'essence de la colère de Sophie. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, mais son regard restait glacial, presque prédateur. Ils ne savaient pas qu'ils parlèrent d'une femme qui avait démantelé des réseaux criminels, déjoué des complots internationaux et qui, en cet instant, enregistrait leurs confessions. Leur mépris racial n'était pas seulement une insulte, c'était une erreur fatale, un fil qu'elles tireraient jusqu'à ce que leur monde s'effondre. Dans la culture française, où la justice est un pilier sacré, ce complot au cœur d'un commissariat lyonnais était une trahison abjecte. Lyon, ville de gastronomie et de raffinement, se targue de ses valeurs d'égalité. Mais ici, dans l'ombre des institutions, le racisme systémique montrait son vrai visage. Dubois et Fournier ne voyaient en Sophie qu'une cible, facile, une femme noire à discréditer pour protéger leur propre turpitude. Ils ignoraient qu'elle était en train d'enquêter sur eux, sur leur lien avec un réseau de corruption impliquant des officiers véreux qui extorquèrent des pots de vin pour étouffer des affaires sensibles. Leur décision de l'arrêter,
sous prétexte d'une fraude de documents, était un acte désespéré pour saboter son investigation. Mais Sophie avait un atout inattendu, un message crypté, envoyé via une montre connectée à son équipe à la DGSE juste avant son arrestation. Ce message, contenant un code d'urgence, avait déjà alerté ses supérieurs, déclenchant une opération discrète pour la sortir de là. La montre, élégante et discrète, vibra légèrement à son poignet, un signal que l'aide était en route. Ce détail, invisible aux yeux de ses geôliers, ajoutait une couche de suspense à sa détention. Ce qui rendait cette scène encore plus insoutenable, c'était une nouvelle intrusion. Un fonctionnaire du commissariat, un homme bedonnant nommé Gérard, entra dans le couloir et s'approcha de Dubois. « Vous êtes sûr de votre coup » demanda-t-il, nerveux, jetant un regard inquiet vers la cellule. « Elle a des contacts, j'ai entendu des rumeurs. » Dubois le coupa net, son ton venimeux. « Des rumeurs ? C'est une fraudeuse, point final. Les Noirs comme elle n'ont pas de contact qui compte. » Cette remarque, prononcée avec une assurance aveugle, fit bouillir le sang de Sophie. Elle nota mentalement le nom de Gérard, un témoin potentiel, un pion de plus dans son échiquier. La tension monta d'un cran lorsque Fournier, s'approchant de la cellule, frappa les barreaux avec sa matraque, un sourire cruel aux lèvres. « Profite bien de ton séjour ici, ma belle. Personne ne viendra te chercher. » Sophie releva la tête, ses yeux plantés dans les siens, et répondit d'une voix douce mais tranchante comme une lame. « Vous devriez vérifier vos sources, officier. Vous pourriez être surpris. » Son ton, chargé d'une menace voilée, fit vaciller le sourire de Fournier, l'espace d'un instant. La rage de Sophie était une force vive, une tempête silencieuse qui gagnait en intensité. Elle n'était pas seulement indignée par le racisme flagrant de ces hommes, mais par leur audace à croire qu'ils pouvaient manipuler la justice pour la détruire. Chaque mot qu'ils prononçaient, chaque regard de mépris, était une brique de plus dans le mur de leur condamnation. Elle savait que l'enregistrement dans sa boucle d'oreille, combiné aux images de la caméra de sécurité du palais de justice et aux messages envoyés à la DGSE, formait un dossier accablant. Alors que les officiers continuaient leur conciliabule, inconscients du piège qui se refermait sur eux, Sophie murmura pour elle-même, un serment à peine audible. « Vous avez voulu jouer avec le feu, maintenant brûlez. » Le silence oppressant de la cellule du commissariat lyonnais semblait vibrer sous la tension de la rage contenue de Sophie Nguema. Les mots venimeux des officiers Dubois et Fournier, une Noire qui se prend pour une grosse pointure, personne ne la croira, résonnaient encore dans son esprit, chaque syllabe attisant un feu qu'elle maîtrisait avec une discipline d'acier. Assise sur le banc métallique, son port altier défiant l'humiliation des menottes, Sophie n'était pas une prisonnière, mais une stratège attendant son heure. Le micro dissimulé dans sa boucle d'oreille avait capturé chaque mot de leur complot raciste, et le signal d'urgence, envoyé via sa montre connectée à la DGSE, pulsait comme une promesse de justice imminente. Mais alors que l'horloge du commissariat égrenait les minutes dans un tic-tac lancinant, un grondement soudain ébranla le couloir. La lourde porte du poste s'ouvrit avec un fracas, comme si la foudre elle-même venait de frapper. Julien Mbaye, avocat légendaire connu pour faire trembler les procureurs de Lyon à Paris, fit irruption, son costume taillé sur mesure et son aura imposante transformant l'atmosphère fétide du commissariat en un champ de bataille. Julien ne marchait pas, il avançait comme un conquérant, ses pas résonnant sur le linoléum usé, chaque mouvement chargé d'une autorité qui faisait plier les regards. Les officiers Dubois et Fournier, encore gorgés de leur arrogance, se figèrent, leur ricanement s'évanouissant comme une flamme sous une bourrasque. Julien ne leur accorda pas un regard, ses yeux fixés sur la cellule où Sophie, impassible, l'attendait. « Ouvre cette porte maintenant », ordonna-t-il d'une voix grave, chaque mot pesant comme un verdict. Dubois, le visage crispé, tenta de reprendre le contrôle. « Elle est en détention pour fraude. Vous n'avez pas d'autorité ici. » Julien se tourna lentement, son regard perçant comme une lame traversant l'âme de Dubois. « Fraude ?» répéta-t-il, un sourire dangereux aux lèvres. « Vous avez arrêté une consultante de la DGSE sans preuve, sous prétexte qu'elle est noire. Vous appelez ça une enquête ? Moi, j'appelle ça une disgrâce. » La pièce sembla se contracter sous le poids de ces mots, et Fournier, soudain pâle, recula d'un pas, sentant le sol se dérober. Dans la culture française, où le respect de la loi et l'éloquence sont des piliers, l'arrivée de Julien Mbaye était un coup de théâtre digne des grandes tragédies. Lyon, ville d'histoire et de justice, frémissait sous cette confrontation,
car Julien n'était pas seulement un avocat, il était une légende, un homme noir qui avait brisé les plafonds de verre et fait plier les puissants. Il posa sa mallette sur le bureau du commissariat avec une précision théâtrale, en sortit un dossier épais et le fit glisser vers Dubois. « Voici un ordre direct du ministère de la Justice », dit-il, sa voix basse mais tranchante comme une guillotine. Sophie Nguema est une experte en sécurité nationale, et vous venez de compromettre une enquête fédérale. Le dossier contenait non seulement des preuves de l'identité de Sophie, mais aussi un rapport préliminaire sur les agissements douteux de Dubois et Fournier, liés à un réseau de corruption qu'elle investiguait. Leur tentative de l'arrêter n'était pas un malentendu. C'était une tentative désespérée de protéger leur propre crime. Ce qui rendait ce moment encore plus électrisant, c'était un détail inattendu. Alors que Julien parlait, un message crypté apparut sur l'écran de sa tablette, envoyé par un contact anonyme au sein de la DGSE. Il révélait que Dubois avait reçu un appel suspect juste avant l'arrestation de Sophie, provenant d'un numéro lié à un haut fonctionnaire impliqué dans l'enquête de Sophie. Ce nouvel élément, inconnu même de Sophie, ajoutait une couche de conspiration, suggérant que l'arrestation était orchestrée par des forces plus puissantes que les deux officiers. Julien, sentant la tension monter, garda ce détail pour lui, mais son regard croisa celui de Sophie à travers les barreaux. Un échange silencieux, une promesse tacite, ils allaient non seulement la libérer, mais démanteler tout le réseau. Dubois, sentant la menace, tenta de bluffer. « Vous n'avez rien contre nous, elle n'a pas dit qui elle était. » Sophie, jusque-là silencieuse, se leva, son regard brûlant de fureur contenue. « Vous ne m'avez pas laissé parler, » dit-elle, sa voix calme mais aussi tranchante qu'un rasoir. « Vous avez vu ma peau et vous avez décidé que j'étais coupable. » La rage de Sophie, amplifiée par l'arrivée de Julien, était une force volcanique, prête à tout engloutir. Chaque mot raciste, chaque geste d'arrogance des officiers était une blessure qu'elle transformait en arme. Fournier, déstabilisé, bredouilla « On faisait notre travail. » Mais Julien l'interrompit, sa voix tonnant comme un orage. « Votre travail, c'est salir l'uniforme et trahir la justice. » La honte s'abattit sur les officiers, leurs visages blêmissants alors que les autres agents du commissariat, témoins de la scène, commençaient à murmurer. Un jeune policier, visiblement mal à l'aise, baissa les yeux, conscient que l'injustice raciale qui imprégnait cette arrestation entachait tout le commissariat. Sophie, derrière les barreaux, sentit une vague de satisfaction froide. Le vent tournait et elle était prête à frapper. Ils pensèrent la voir réduite au silence, mais elle entre dans le tribunal comme une tempête prête à tout balayer. Avant de vous plonger dans ce 6e acte explosif, si vous êtes révolté par l'injustice et prêt à voir une femme noire renverser ses oppresseurs, tapez 6 dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et partagez pour amplifier ce cri de justice. Si vous doutez encore, un like nous donne la force de continuer. Restez jusqu'au bout, car un rebondissement renversant vous attend. Le soleil de midi perçait à travers les vitraux imposants du palais de justice de Lyon, projetant des éclats de lumière sur le marbre froid de la salle d'audience. Mais l'atmosphère était lourde, chargée d'une tension palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Sophie Nguema, libérée des menottes grâce à l'intervention fulgurante de Julien Mbaye, entra dans la salle d'un pas mesuré, son tailleur noir impeccable contrastant avec la fureur qui brûlait dans ses yeux. Les murmures des spectateurs, un mélange de curieux, de journalistes et d'officiels lyonnais, s'éteignirent à son arrivée. Elle n'était plus la femme humiliée devant le tribunal, ni la prisonnière dans une cellule sordide. Elle était une force, une tempête contenue, prête à faire s'effondrer le monde des officiers Étienne Dubois et Lucas Fournier. Leur complot raciste, capturé par le micro dissimulé dans sa boucle d'oreille et corroboré par les images de la caméra de sécurité, n'était plus un secret. Mais ce n'était que le début. Sophie, experte de la DGSE, portait dans sa mallette un arsenal de vérités qui allait non seulement disculper son nom, mais aussi exposer un réseau de corruption bien plus vaste. Alors que Julien Mbaye, avec son charisme de lion, prenait place à ses côtés, Sophie s'avança vers le pupitre des témoins, chaque pas résonnant comme un défi. Les officiers Dubois et Fournier, assis du côté des accusés, semblaient pétrifiés, leur visage blême trahissant une panique qu'ils tentaient de masquer. Dubois, les mâchoires serrées, évitait son regard, tandis que Fournier, nerveux, triturait ses mains, incapable de cacher son malaise. Ils avaient cru pouvoir la briser avec leurs accusations bidons de
Fraude de documents gouvernementaux? Un prétexte trempé de racisme? Une noire en costume, forcément une arnaqueuse, avait-il ricané. Mais maintenant, la salle entière sentait le vent tourner. Sophie posa sa mallette sur le pupitre, l'ouvrit avec une lenteur délibérée et en sortit un badge de la DGSE qu'elle brandit comme une arme. Un silence glacial s'abattit, suivi d'un murmure collectif, comme une vague déferlant sur la foule. Dubois tressaillit, Fournier déglutit bruyamment, et même le procureur, un homme aux lunettes cerclées d'acier, sembla perdre son assurance. Dans la culture française, où l'éloquence et la justice sont des piliers sacrés, ce moment était une mise en scène magistrale. Lyon, ville de tradition et de droiture, vibrait sous l'impact de cette révélation. Le badge de la DGSE, avec son sceau officiel, n'était pas seulement une preuve de l'identité de Sophie, c'était une déclaration de guerre. La juge, Madame Claire Beaumont, une femme aux yeux perçants et à la réputation d'intransigeance, se pencha légèrement en avant, son regard scrutant Sophie avec une intensité qui semblait sonder son âme. « Mademoiselle Nguema, expliquez-vous » ordonna-t-elle, sa voix ferme mais teintée de curiosité. Sophie, droite comme une statue, répondit d'une voix claire, chaque mot chargé d'une colère froide. « Ces hommes m'ont arrêté sans preuve, sous prétexte que ma peau ne correspond pas à leur idée d'une experte fédérale. Ils ont fabriqué une accusation de fraude pour me discréditer parce que j'enquête sur leurs propres crimes. » La salle explosa en murmures, les journalistes griffonnant frénétiquement, tandis que Dubois et Fournier semblaient rapetissés sur leur siège. Ce qui rendait ce moment encore plus électrisant, c'était un détail inattendu. Sophie révéla qu'un témoin surprise, une ancienne collègue des officiers nommée Élise Garnier, avait accepté de témoigner contre eux. Élise, une officière subalterne qui avait assisté à leur conciliabule raciste, s'était manifestée après avoir vu la vidéo de l'arrestation de Sophie circuler sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, captée par un passant et devenue virale à Lyon, montrait clairement le traitement brutal et les remarques racistes des officiers. Élise, rongée par la culpabilité, avait contacté Julien Mbaye, offrant des informations explosives. Dubois et Fournier avaient falsifié des rapports dans d'autres affaires, impliquant des minorités, un schéma récurrent pour protéger leurs complices dans le réseau de corruption. Ce témoignage, combiné à l'enregistrement du micro et aux images de la caméra de sécurité, formait un dossier accablant. Sophie, en brandissant son badge, ajouta « Ce n'est pas seulement mon innocence qui est en jeu, votre honneur. C'est la vérité sur un système qui protège des hommes comme eux au détriment de la justice. » La rage de Sophie était palpable, une force qui semblait faire trembler les murs de la salle. Elle ne parlait pas seulement pour elle, mais pour toutes les victimes du racisme systémique, pour tous ceux qui avaient été réduits à des stéréotypes par des hommes comme Dubois et Fournier. Les spectateurs, parmi lesquels des activistes lyonnais contre les discriminations, retinrent leur souffle, sentant qu'un moment historique se déroulait. Le procureur, désemparé, tenta de reprendre la parole, mais la juge Beaumont l'arrêta d'un geste sec. « Silence !» ordonna-t-elle, son marteau frappant le bois avec autorité. Dubois, pour la première fois, croisa le regard de Sophie, et ce qu'il y vit, une détermination implacable, le fit blêmir davantage. Fournier, au bord de l'effondrement, murmura à son avocat « On est fini ». Sophie, immobile, laissa un sourire discret effleurer ses lèvres, un sourire qui disait « Vous avez voulu jouer avec moi. Maintenant, payez ». La salle d'audience du palais de justice de Lyon vibrait d'une énergie électrique, comme si chaque molécule d'air était chargée de l'anticipation d'un cataclysme. Sophie Nguema, debout devant le pupitre des témoins, son badge de la DGSE brillant comme un étendard de vérité, venait de lâcher une bombe. Elle enquêtait sur les officiers Étienne Dubois et Lucas Fournier, non pas pour une simple faute, mais pour leur implication dans un réseau de corruption gangrenant les institutions lyonnaises. Les murmures de la foule, journalistes, activistes et citoyens choqués, s'amplifiaient, mais Sophie restait immobile, son regard perçant fixé sur les deux officiers. Dubois, le visage blême, serrait les accoudoirs de son siège comme pour s'ancrer face à la tempête. Fournier, lui, semblait au bord de l'effondrement, ses mains tremblantes trahissant une panique viscérale. Ils avaient cru pouvoir la réduire au silence, la discréditer avec leur accusation fabriquée de fraude de documents, un prétexte trempé de racisme. Une noire ne peut pas être une experte, avait-il ricané. Mais Sophie, avec son calme glacial et sa stratégie implacable, venait de retourner leur jeu contre eux, et l'heure de leur jugement sonnait.
La juge Claire Beaumont, une figure respectée dans la magistrature lyonnaise, frappa son marteau, imposant un silence tendu. Mademoiselle Nguema, présentez vos preuves, ordonna-t-elle, sa voix coupante comme une lame. Sophie, sans un mot superflu, ouvrit sa mallette et en sortit un dossier épais qu'elle tendit à l'huissier. Voici l'enregistrement de leur complot, déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité qui fit frissonner la salle. Le micro dissimulé dans sa boucle d'oreille avait capturé chaque mot des officiers. Leur plan pour la faire accuser de falsification, leurs remarques racistes assumées. Les juges ne croiront jamais une femme comme elle à Lyon. Mais ce n'était pas tout. Sophie révéla que les images de la caméra de sécurité du palais de justice, combinées à la vidéo virale de son arrestation brutale, montraient clairement leur acharnement discriminatoire. Puis, elle lâcha une nouvelle bombe. Le témoignage d'Élise Garnier, l'ancienne collègue des officiers, confirmait leur schéma de falsification de rapports contre des minorités, une pratique systématique pour protéger leurs complices dans le réseau de corruption. Ce qui rendait ce moment encore plus saisissant, c'était un élément inattendu. Sophie présenta un courriel intercepté, obtenu par la DGSE, prouvant que Dubois avait reçu des instructions d'un haut fonctionnaire lyonnais pour l'arrêter avant qu'elle ne puisse présenter ses conclusions au tribunal. Ce courriel, projeté sur un écran dans la salle, révélait une conspiration plus vaste, impliquant des figures influentes de la ville, des noms que la foule reconnut avec stupeur. Les spectateurs, parmi lesquels des militants anti-discrimination bien connus à Lyon, laissèrent échapper des exclamations étouffées. Un journaliste cria « C'est un scandale !» La juge Beaumont, visiblement secouée mais déterminée, ordonna au procureur, désormais livide, de s'expliquer. Ce dernier, bredouillant, tenta de minimiser « ce n'est qu'une accusation sans fondement ». Mais Sophie l'interrompit, sa voix tranchante comme un couperet. « Sans fondement ? Vous avez laissé ces hommes me menotter devant le monde entier, me traiter comme une criminelle à cause de ma peau, pour protéger vos alliés corrompus ?» Chaque mot était un coup, et la salle semblait prête à exploser sous l'indignation collective. Dans la culture française, où la justice est une institution sacrée, ce moment était une déflagration. Lyon, ville de lumière et de principes républicains, assistait à la mise à nu d'un système qui trahissait ses propres idéaux. Les activistes présents, issus des mouvements lyonnais pour l'égalité, voyaient en Sophie une héroïne, une femme noire qui, malgré l'humiliation, se dressait comme un symbole de résistance. Dubois, acculé, tenta un dernier sursaut. Elle ment, elle n'a jamais dit qui elle était. Mais Julien Mbaye, l'avocat légendaire, se leva, son regard foudroyant. Vous ne lui avez jamais donné la parole, tonna-t-il, sa voix emplissant la salle comme un orage. Vous avez vu une femme noire et vous avez décidé qu'elle était coupable. Votre racisme vous a aveuglé. Et maintenant, il vous condamne. La foule retint son souffle et Fournier, brisé, baissa la tête, murmurant « On n'aurait jamais dû !» La rage de Sophie était une flamme qui ne vacillait pas, alimentée par chaque insulte, chaque regard méprisant, chaque seconde où elle avait été traitée comme une paria. Elle ne parlait pas seulement pour elle, mais pour toutes les victimes du racisme systémique, pour ceux qui avaient été écrasés par des hommes comme Dubois et Fournier, protégés par un système complice. Un détail poignant amplifia l'émotion. Parmi les spectateurs, une jeune femme noire, une étudiante en droit, pleurait en silence, tenant un carnet où elle notait chaque mot de Sophie. Cette étudiante, inspirée par le courage de Sophie, représentait l'espoir d'une nouvelle génération prête à se battre. La juge Beaumont, frappant son marteau, déclara « Cette cour exigera une enquête complète sur ces accusations. » Sophie, immobile, laissa son regard balayer la salle, s'arrêtant sur Dubois et Fournier. Ils n'étaient plus des officiers, ils étaient des accusés, leur arrogance réduite en cendres. Elle savait que ce n'était pas la fin, mais le début d'un démantèlement plus vaste, et sa colère, canalisée en justice, était une arme, que rien ne pouvait arrêter. Alors que le marteau de la juge Claire Beaumont retentissait dans la salle d'audience du palais de justice de Lyon, l'écho semblait sceller le destin des officiers Étienne Dubois et Lucas Fournier. Leur complot raciste, démasqué par Sophie Nguema avec une précision implacable, s'effondrait sous le poids des preuves. L'enregistrement de leur conspiration, les images de la caméra de sécurité, le témoignage d'Élise Garnier et le courriel intercepté révélant une corruption plus vaste. Sophie, debout face à la cour, incarnait une fureur contenue,
une tempête qui avait transformé l'humiliation en triomphe. Les spectateurs, parmi lesquels des militants lyonnais pour l'égalité, retenèrent leur souffle, leur visage mêlant admiration et colère face à l'injustice qu'elle avait subie. Dubois et Fournier, jadis arrogants, étaient désormais des ombres brisées, leurs uniformes souillés par leur propre trahison. Dubois fixait le sol, incapable de soutenir le regard perçant de Sophie, tandis que Fournier, tremblant, murmurait des excuses inaudibles à son avocat. Mais il était trop tard. La justice, incarnée par Sophie, les avait rattrapés. La juge Beaumont, dans un geste solennel digne de la tradition judiciaire française, déclara « Les officiers Dubois et Fournier sont suspendus immédiatement et une enquête pénale est ordonnée pour corruption et abus de pouvoir. » Un frisson parcourut la salle et un cri étouffé s'éleva des rangs des activistes. Sophie, immobile, ajusta son tailleur, son geste aussi précis qu'une lame. Elle ne jubilait pas. Sa colère était trop profonde, alimentée par chaque insulte raciste, chaque regard méprisant, chaque seconde où elle avait été traitée comme une criminelle à cause de sa peau. Mais ce qui rendait ce moment inoubliable, c'était un détail inattendu. Alors que la juge prononçait son verdict, un groupe d'étudiants en droit, inspiré par Sophie, brandit une banderole dans la salle sur laquelle était écrit « Justice pour tous, pas seulement pour quelques-uns ». Ce geste spontané, capturé par les caméras des journalistes, transforma l'audience en un symbole national, amplifié par la vidéo virale de l'arrestation de Sophie qui continuait de secouer les réseaux sociaux. Lyon, ville de principes républicains, devenait le théâtre d'un réveil collectif contre le racisme systémique. Sophie quitta les pupitres, son pas assuré résonnant sur le marbre, chaque claquement de ses talons comme un défi lancé au système. Elle ne regarda pas Dubois ni Fournier, ils n'existaient en plus pour elle. Dehors, une foule l'attendait, non plus pour l'humilier, mais pour l'acclamer. Des micros se tendirent, des flashs crépitèrent, mais Sophie resta impassible, son regard fixé sur l'horizon. Elle savait que ce n'était pas seulement sa victoire, mais celle de tous ceux qui avaient été écrasés par des préjugés. Un dernier détail poignant marqua la scène. La jeune étudiante en droit, vue plutôt en larmes, s'approcha timidement et murmura « Merci, vous m'avez donné du courage ». Sophie, touchée mais inflexible, lui serra la main, un geste qui scella un pacte silencieux pour un avenir plus juste. Sa rage, canalisée en une quête de vérité, avait non seulement détruit ses accusateurs, mais allumé une étincelle dans une nouvelle génération.